Je, je souris, j'étais en train de dire, à partir de maintenant, tout ce que vous pourrez dire pourra être retenu contre vous, ça m'a fait penser. Bon, Euh, donc c'est bon, on est en live. J'attends, comme d'habitude, quelques instants les que gens se... les, voilà, que les Oui, premiers spectateurs se connectent. d'accord. On a déjà les premières personnes qui disent bonsoir, bonsoir. Ben, bonsoir. Bonsoir Brigitte Lemaine. Bonsoir Ophélie Perrin. J'attends encore quelques instants et puis on va pouvoir y aller. D'accord. Donc bonsoir, bienvenue à toutes et à tous sur la page du Forum de l'enfance libre pour la suite de cette série d'entretiens autour de la pédocriminalité. C'est un sujet lourd, mais malheureusement tout à fait d'actualité, face auquel la réponse est encore trop souvent le silence, l'ignorance, le déni et le tabou. Pourtant, des milliers d'enfants et d'adultes sont concernés. Comme d'habitude, avant de présenter notre invitée de ce soir, Brigitte Lemaine, je fais un petit avertissement, car le sujet des violences sexuelles n'est pas un sujet anodin. En parler ou en entendre parler peut réactiver des traumatismes. Si vous vous sentez déstabilisé, perturbé par ce que vous entendez, n'hésitez pas à mettre en pause la vidéo et à y revenir plus tard. Toutes les vidéos seront disponibles en replay. C'est très important que chacun puisse respecter ses limites. Pour être orienté vers une écoute, de la documentation ou un accompagnement thérapeutique, des ressources gratuites vous sont proposées automatiquement en cliquant sur l'onglet Contacter par message privé sur la page Facebook du Forum de l'enfance libre. Vous pouvez également nous contacter directement par mail et nous vous redirigerons associationlenfanceLibre@gmail.com. Bonsoir Brigitte Lemaine, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir, merci à vous de m'avoir invité pour ce très beau travail que vous faites sur la pédocriminalité. Merci beaucoup. Vous êtes sociologue, philosophe et réalisatrice. Vous avez Oui, réalisé plus d'une vingtaine de films et documentaires, dont 7 sur la maltraitance, les violences sexuelles et l'inceste, parmi lesquels Une seule vie, un seul corps, qui se trouve donc dans ce coffret sur la maltraitance, que vous pouvez retrouver donc sur le site de votre association Photofilm Écrit, et sur les abus sexuels, sorti en 1993, et longtemps après, en 2013, donc 20 ans plus tard, qui porte la parole de victimes et aborde les conséquences de l'inceste sur le long terme. Vous oui, êtes également intervenu dans les écoles pour la sensibilisation aux violences sexuelles et avez participé à la formation de professionnels sur le sujet. À oui. travers vos documentaires, c'est à la loi du silence que vous vous attaquez en donnant la parole à ceux qui en sont privés. Ma première question s'adresse à la sociologue que vous êtes. Comment vous en êtes arrivé à travailler sur les sujets des abus sexuels? Alors, bah, en fait, ça a commencé en 1989-1990. Bon, la France a signé la Convention internationale des droits de l'enfant et bah, ça m'intéressait beaucoup, donc je suis allée à des colloques, des conférences, etc. Et puis, j'ai lu des livres comme La violence impensable, bon, voilà, des tas de livres, les livres d'Alice Miller, bien sûr, C'est Mhm. pour ton bien, etc., etc. Et ça m'intéressait beaucoup. Et j'ai découvert la campagne de prévention du docteur Emmanuel Piette dans les écoles avec le film canadien Mon corps, c'est mon corps. Et puis j'ai eu envie de filmer ce qui s'y passait. Et on a trouvé une école, Montessori, qui a accepté de nous recevoir pour filmer les enfants et le déroulé de la campagne de prévention. Bon, Donc ça, c'est le début de votre travail autour des violences sexuelles sur les enfants. Ok. oui, Et donc dans le film Longtemps après, enfin dans le film documentaire Longtemps après, vous rencontrez des femmes et des hommes victimes d'inceste, donc à l'âge adulte. Quelles conséquences vivent-elles sur le long terme? alors, bah, c'était important pour moi de donner la parole à des victimes qui étaient conscientes justement des conséquences qu'elles avaient subies après l'inceste. Et donc, ça a été un long travail avec les 7 témoins, donc 6 femmes et un homme, entre 2008 et 2012, de démonter avec eux le processus
je dirais, de condamnation sociale et familiale et qu'ils puissent témoigner de toutes les douleurs qu'ils avaient traversées, les conduites d'addiction, les tentatives de suicide, la prostitution, et c'est déjà beaucoup. Peut-être on peut rentrer de manière plus précisément. Pourquoi les conduites addictives sont-elles fréquentes chez les victimes d'inceste? Alors peut-être rappeler ce qu'est l'inceste. Globalement, même si on l'a beaucoup abordé pendant le forum, je pense que c'est important qu'on puisse le rappeler. Alors l'inceste, bien sûr, c'est les agressions sexuelles que subissent les enfants dans leur famille, soit par un père, soit par une mère, soit par un frère, par une sœur, par un oncle, par une tante, par un grand-père, une grand-mère. Bon, c'est beaucoup plus fréquent que les agresseurs soient des hommes, mais ça peut être aussi des femmes. Et c'est malheureusement, ça peut s'exercer aussi bien sur des bébés, que sur des enfants plus âgés et des adolescents. Ça peut durer très longtemps, ça peut être ponctuel, c'est très différent suivant les cas, mais ça crée toujours des dommages, gravissimes. Des traumatismes. Oui. Et ce que je voulais démontrer, parce que c'était un petit peu, enfin, on va le dire, c'est banalisé l'inceste. Bon, déjà, c'est la loi du silence, donc ça n'existe pas. Ensuite, quand ça existe, c'est pas grave, c'est des attouchements, c'est des initiations sexuelles, c'est normal, c'est comme ça qu'on fait, etc. Et donc, en voulant démontrer que non, non, il y avait des conséquences graves, c'était dire non, non, il faut qu'on arrête. C'est pas quelque chose de normal d'agresser sexuellement son enfant. C'est pas quelque chose qui n'aura aucune conséquence et que l'enfant va oublier parce que c'est la normalité. Non, il faut que ça s'arrête parce que c'est extrêmement douloureux et difficile à remonter. Et une des conséquences, vous l'avez dit, ça peut être les conduites addictives. Oui. Quel type de conduite on retrouve principalement, en tout cas que vous avez retrouvé chez les victimes que vous avez rencontrées principalement? Ben, l'addiction à l'alcool, l'addiction à la drogue, bon, alors, et puis la boulimie, c'est une conduite addictive, l'addiction au sucre, donc, l'addiction au jeu. Il y a une des personnes qui a témoigné qui jouait sans arrêt sur Internet. Et donc, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'extrême. C'est se remplir pour ne plus exister, ne plus. Par exemple, on va prendre la boulimie, c'est souvent pour ne pas avoir de forme, ne plus être marqué en tant que personne, entre guillemets, séduisante. L'alcool, bon, bah, c'est pour être dans un autre état, peut-être aussi pouvoir, enfin c'est le cas d'une des victimes, Laurie, c'est de pouvoir avoir une vie sexuelle parce qu'elle n'arrivait plus à avoir une vie sexuelle, elle n'arrive pas à avoir une vie sexuelle, donc l'alcool facilitait, disons, des relations sexuelles qu'elle ne pouvait plus avoir à cause du traumatisme de l'inceste par son beau-père. La drogue, Liam, le garçon, disait c'était pour être entre. D'abord, bon, son agresseur était héroïnomane et c'était pour ne plus ressentir la douleur, ne plus parce que c'est une souffrance pour un enfant d'être violé, d'être agressé sexuellement, c'est quelque chose qui fait mal et souvent, il faut vivre avec cette douleur et ça dure longtemps et ça revient et donc, ben, le fait de prendre de la drogue, ça endort la douleur, ça endort aussi l'obsession traumatique, hein, ça endort les images qui reviennent, l'impression d'être sale, etc. Est-ce qu'on peut dire que ça permet de fuir la souffrance? Oui, oui, je crois que c'est ça. Oui, oui. Dans le livret, parce que tous les documentaires sont fournis avec un livret, Oui. dans le livret de Longtemps après, donc sur les conséquences de l'inceste, vous parlez spécifiquement des troubles du comportement alimentaire, l'anorexie, la boulimie, et vous parlez de tuer l'incesteur en soi. Est-ce que vous pouvez expliquer? Oui.
Donc là, c'est un témoignage de Constance, je crois, qui a traversé vraiment des épisodes gravissimes d'anorexie. Et elle avait l'impression que son agresseur, qui était son père, en fait, était une sorte de serpent à l'intérieur d'elle-même. Et elle ne voulait pas nourrir ce serpent. Donc, elle ne se nourrissait plus. Donc, ça peut se manifester comme ça. Il y a d'autres. Il y a aussi le fait de ne pas avoir de ne pas avoir de féminité, entre guillemets, d'effacer les formes, Mhm. donc de maigrir pour effacer les formes aussi. Aussi de maîtriser le fait que ben, j'ai pas besoin de manger, j'ai pas besoin de ça pour vivre, je suis plus forte, etc. C'est une forme de contrôle sur leur corps? Oui. Mhm. Comme l'agresseur les a contrôlés, il y a une emprise de l'agresseur. Mhm. Elles essayent de reprendre le pouvoir sur elles-mêmes. Ça peut être une façon, mais c'est une façon très douloureuse. Mhm. Oui, pourquoi en fait finalement à travers ces conduites addictives, les victimes se détruisent-elles? Bah parce qu'on a cherché à les détruire. En fait, elles sont dans un conditionnement qui est de donner raison quelque part à l'agresseur aussi. Cet agresseur, il est accroché à ses conduites sexuelles violentes avec des enfants. Il est donc quelqu'un qui ne se maîtrise pas et il cherche à maîtriser ses victimes comme des objets. Mhm. Souvent, il est violent et puis il exerce la coercition, les menaces, le chantage, Mhm. etc. Donc, quelquefois, il est au contraire séducteur et il embobine la personne et manipulateur. Et c'est très déstabilisant d'être soumis à quelqu'un comme ça et de ne pas pouvoir se défendre. C'est épouvantable. Comment, dans les victimes que vous avez rencontrées, comment elles sortent de cette emprise, de cette soumission? À quel moment elles arrivent à sortir la tête de l'eau finalement? Alors là, c'est un long processus et il est différent pour chacune et chacun, je crois. Enfin, bon, moi-même, je peux dire que j'ai été victime et ça a pris beaucoup de temps. Déjà que les souvenirs remontent parce qu'on enfouit les Mhm. souvenirs pour continuer à vivre. Il y a un système de dissociation qui fait que on n'en garde pas la mémoire, surtout quand on est très petit. Et puis, quand les souvenirs remontent, il faut affronter ça. Alors, quelquefois, ça explique des conduites, ça explique des conduites à risque, ça explique des malaises, ça explique des, des symptômes Mhm. psychosomatiques, ça explique beaucoup de choses de se souvenir, mais en même temps, ça met en danger. Donc, souvent, ça remonte quand on est suffisamment en sécurité pour que ça remonte. Ou alors, on lit un livre, on voit un film, justement. Ce genre de film, ça peut aider à prendre conscience. Et donc le processus est long. Il y a des gens qui se souviennent à 50, 60 ans, il y a des gens qui se souviennent plus jeunes, mais c'est là quand même, on n'a pas oublié, mais on est au seuil, c'est-à-dire euh, on est au seuil de se souvenir, mais on sait que c'est dangereux. Tant qu'on sait que Mhm. c'est dangereux, on vit avec, mais on fait comme si de rien n'était. Et puis, quand on est suffisamment en sécurité pour se souvenir, on est assez grand. Alice Miller disait qu'on n'avait pas l'impression qu'un camion va vous arriver à 200 à l'heure sur vous. Et bien là, on commence à se dire, ben, il faut que je me soigne, ou j'ai besoin d'aide, ou je vais me soigner toute seule. Et l'autothérapie, ça peut être l'alcool, ça peut être la drogue, et ça, c'est Mhm. pas. Voilà, ça peut être bon, des conduites aussi de se mettre en danger avec des hommes violents, etc., etc. Il y a différents. Mais si on arrive à se soigner, c'est un chemin qui permet de, de retrouver son identité, de retrouver quelque part ce qu'on aurait pu être si ça n'était pas arrivé. Mhm. Parce qu'on est dévié, on est complètement dévié, la personnalité qu'on aurait dû avoir, l'authenticité, on ne la connaît même pas, l'authenticité de notre Mhm. personnalité.
Voilà. Et donc, pour les autres victimes, voilà, je parle pour moi, pour celles qui ont témoigné dans le film, il y a différents parcours. Comment a été leur prise de conscience? Est-ce que ça aide aussi d'être dans des associations? Ça aide d'être dans des groupes de parole? Ça aide d'échanger entre victimes parce qu'on n'est pas toute seule, isolée, Mmh. etc. Exclue de la famille souvent parce qu'on ne peut pas le dire, il y a la loi du silence. Si on le dit, tout d'un coup, on est exclu, on est une menteuse, etc. S'il y a eu des démarches, comme c'est le cas par exemple de Lydia, puisque elle l'a parlé à son père, c'est son beau-père, c'était le nouveau compagnon de sa mère qui l'agressait sexuellement. Donc elle en a parlé à son père, il a porté plainte, etc. Mais elle n'a pas été crue, Mmh. elle a été en thérapie, un psychiatre lui a expliqué que c'était une menteuse pendant 2 ans, donc toutes ces consultations donc bon voilà, si on est complètement annihilé dans la Mmh. révélation qu'on a voulu faire, si on n'est pas en plus accompagné dans la plainte, si on n'est pas ben, aidé aussi socialement et à tout point de vue, ben, c'est très très compliqué. Mmh. Vous parliez de l'identité, et notamment de celle du rapport au corps, Oui. chez les victimes. Comment les victimes, d'inceste alors, je vais employer le mot victime, mais au-delà des victimes, c'est aussi des personnes, on est bien d'accord. Comment les victimes d'abus sexuels se réapproprient leur corps? Ah, c'est très compliqué, hein. Par exemple, Constance travaille là-dessus parce elle a fondé une association, Force de vie, je crois, et son but, déjà au moment où elle a témoigné, en 2008 et puis ensuite en 2012, c'était de faire cette association pour accompagner les victimes d'inceste, puisqu'elle elle est masseuse, pour leur redonner prise sur leur corps. Et elle disait que, par exemple, c'était pas évident d'être touchée. Je Mmh. supporte pas d'être touchée parce que le toucher qu'on a eu n'est pas un toucher sain, c'est un toucher malsain. On se sent menacé ou on se sent embobiné, manipulé. On se sent un objet. Donc, pour retrouver voilà, son authenticité corporelle, elle disait qu'il fallait d'abord qu'elle se touche elle-même, qu'elle se masse, qu'elle fasse des automassages, voyez, Mmh. et qu'elle retrouve le contact avec leur corps avant d'accepter qu'on les touche et de retrouver la confiance. Il y a une question, d'un internaute, Lulu Loire, enfin d'une internaute, Mhm. qui réagit à ce que vous avez dit par rapport à l'authenticité. Elle demande: «Pouvons-nous réellement nous retrouver, de renouer avec notre authenticité?» Oui, je crois que oui, je crois que c'est possible, hein, mais bon, chaque histoire est différente, ça dépend combien de temps ça a duré. Je prends l'exemple de Martine où ça a duré extrêmement longtemps, avec son grand-père agresseur qui était policier, donc c'est pas évident pour se défendre, hein, porter plainte. Je crois que c'est à 15 ans qu'elle l'a dit, puis rien n'a été fait, Mmh. mais ça a commencé à 4 ans, donc on imagine la longueur de la torture. C'est d'autant plus compliqué de retrouver là, vraiment, ce corps dont on a été dépossédé Mmh. pendant la croissance, pendant la puberté. C'est c'est un long travail. Mmh. En tout cas, je pense que ça donne une forme d'espérance aussi, aux Mmh. personnes qui nous écoutent. Hem, Comment expliquer que certaines victimes, dans leur vie, se retrouvent à vivre différentes situations où elles sont encore et encore victimes d'agresseurs différents? Hem, c'est en tout cas, c'est quelque chose, moi, qui m'interroge à chaque fois, et on en avait discuté et je trouvais intéressant d'en parler parce que c'est souvent aussi extrêmement tabou, le fait que ça va se répéter, Mmh. dans la vie des victimes et pas et en dehors de la famille, dans leur vie conjugale ou pas. Alors déjà, bon, il y a un marquage. Moi, je constate qu'il y a un marquage, c'est-à-dire que quand on a été victime, d'inceste ou de pédophilie, ça se repère.
Ça se repère au comportement, ça se repère aux attitudes non verbales, je vais dire. Donc, les gens qui sont potentiellement agresseurs, ils repèrent leurs victimes, quoi. Donc c'est difficile d'échapper. Il faut faire un travail sur soi-même, mais quand on est jeune, c'est très compliqué d'être conscient Mmh. de l'état dans lequel ça vous a mis. Et c'est tout un travail de reprendre possession de soi, comme on en a parlé. Mmh. Donc déjà, on attire un certain type de personnes et on est conditionné à aller vers un certain type de personnes. Bah, c'est comme des signaux, on est conditionné, quoi. C'est la personne qui aura une attitude d'emprise ou la personne qui aura une attitude violente. On peut être sidéré, ne pas se défendre et tomber sous sa coupe. Mmh. Qu'est-ce que vous entendez par marquage? Alors ce marquage, c'est l'attitude qu'on a, c'est-à-dire, heu, déjà, bon, chez les enfants, les jeunes femmes et les jeunes filles, quelqu'un qui a été agressé sexuellement, qui est abusé sexuellement, régulièrement et cetera, elle a souvent des conduites, sexualisées. Mmh. Bon, quand ils sont enfants, c'est parce que, ils pensent que c'est la normalité, donc Mmh. ils ont des conduites, sexualisées. Donc c'est comme ça aussi qu'on peut repérer. Heu et puis à la puberté, également, ça dépend à quel âge ça se passe, mais du coup, ça attire les garçons, si on a une conduite sexualisée, entre guillemets, «excitante», parce Mmh. qu'on est tout le temps mis en position, de devoir plaire. Bon, il y a donc ce côté, «aguicheur» entre guillemets, «allumeur» entre guillemets, mais Hyper involontaire, en inconscient. tout cas, il peut y avoir une hypersexualisation, Voilà. notamment chez les enfants et chez les adolescentes, ça peut se manifester par une volonté de plaire, une volonté de séduire, voire ou l'inverse, une volonté de se cacher, Oui, voilà, complètement. j'allais le dire, il y a l'autre côté, c'est la pruderie, Laurie dit qu'elle veut elle s'habille comme un garçon, elle a que des frères, elle s'habille comme un garçon, elle veut surtout pas, attirer l'attention et cetera. Mais bah, c'est de toute façon pas un comportement entre guillemets «normal», quoi. Mmh. C'est quelque chose qui attire l'œil. Il peut y avoir aussi, des attitudes de soumission, on va dire, des yeux baissés, des choses qui font que, des petites voix, des choses qui font qu'on attire les gens qui sont un peu dominants. Moi, j'ai l'impression de ça quand même, hein. Mmh. Et puis, et puis aussi le fait de ne pas se défendre de la violence, Mmh. même de l'agression verbale, de tout ça, fait qu'on on va vers des gens ou on se laisse faire par des gens. Mmh. Et et comment vous, ou en tout cas les victimes qui ont parlé avec vous, ont réussi à sortir à pouvoir s'affirmer finalement, à dire non, à dire stop face à l'autorité ou la domination d'un autre, tout voilà, tout en parfois acceptant qu'il y avait encore cette part de vulnérabilité chez elles. Bah, c'est très compliqué, c'est un processus, je ne sais pas me mettre, à leur place. J'ai une idée qui vient, c'est Constance qui à un moment donné dit: «Eh ben, j'étais en train de il y a un proxénète qui était en train de me mettre le grappin dessus, et je m'en rendais même pas compte». Mmh. Parce que pour moi, c'était pas possible d'avoir un ami sans passer par la case sexe. Vous voyez? Bon, c'est un conditionnement où, c'est normal, c'est banalisé, on ne peut pas avoir d'amis, on couche avec. Mmh. Un homme, on couche avec, voilà. Donc un proxénète, obligatoirement, ça l'attire, ça Mmh. va être facile. Bon, hem, alors sortir de là, bah, c'est quelqu'un d'autre qui lui a fait prendre conscience. C'est L'environnement est important. Oui, la personne ressource est indispensable, hein, que ce soit un professionnel, que ce soit un proche, que ce soit un ami, quelqu'un de la famille qui est moins abîmé que les autres.
une autre victime qui va dire bah oui, ça m'est aussi arrivé. Alors bon, là, on peut aussi, je pense à ça à cause enfin, par rapport à des amis que j'ai eus dans l'adolescence, on va vers des personnes qui sont comme nous, souvent, parce qu'on se comprend. Et Mhm. puis, on va peut-être pas obligatoirement dans la bonne direction ensemble non plus. Il faut faire attention. Mhm. Il y a des, je vous fais remonter hein, les commentaires qui se passent, qui posent pas de questions, mais qui viennent confirmer, en tout cas pour les victimes qui le vivent. On peut même passer de l'hypersexualisation à l'impossibilité d'être touché. Elle ajoute, et on n'est jamais sûr, même en ayant travaillé, de ne plus jamais être un jour à nouveau dans cette posture de victime. Oui, on Il a y a... peur de ça, oui. Oui, on a peur. Elles ont peur de ça, c'est-à-dire ça j'ai été forte, je me suis sortie d'histoire et cetera, puis tout d'un coup, je retombe dedans. Pourquoi? Oui, Hmm. c'est la répétition. Mais c'est jamais, on va dire, c'est jamais aussi pire que ça n'a été. Faut espérer. Mhm. Le pourquoi, c'est une question qui est très présente dans le... Je vous entends plus. J'ai pas entendu la question. Ça marche. Est-ce que là, vous m'entendez? Oui. Ok. Je disais le pourquoi. Est-ce que c'est une question qui est très présente dans le parcours des victimes d'inceste? Pourquoi j'ai été victime? Pourquoi Mhm. moi? Oui, bien sûr, bah, c'est la question, c'est la question immédiate, hein. Pourquoi moi? Pourquoi ça m'est arrivé? Pourquoi pas à ma sœur, à mon voisin, à mon frère? Est-ce que ça arrive? Ben oui, pourquoi? Et je Mhm. crois qu'on va mieux à partir du moment où on ne se pose plus la question pourquoi. Parce qu'il n'y a pas de pourquoi, il y a Aliam qui dit à un moment donné, il n'y a pas de pourquoi, quoi. C'est, on peut comprendre, mais on ne peut pas excuser. Mhm. Il le Et il dit. n'y a pas vraiment, il y a pas forcément de sens Il n'y a pas de à y mettre. sens. Oui. Non, Mhm. il n'y a pas de sens. Ce sont des personnes qui sont malades, qui sont dans leur pulsion, qui sont dans leur violence, qui ont sans doute connu ça quand ils étaient petits, mais il y en a aussi qui ont connu ça et qui n'ont pas, qui ont pas répété. Hein. Il Mhm. faut toujours penser à cela, quand même. Voilà, il y a pas d'excuse. Mhm. Vous parliez tout à l'heure de dissociation, notamment dans les conduites addictives, et vous m'aviez dit quelque chose de très fort quand on s'était rencontrés. Vous dites que le fait de se dissocier, ce qui est assez fréquent chez les victimes, pas forcément que chez les victimes d'inceste, mais chez les victimes de traumatisme, est en lien avec l'angoisse de la peur de la mort. Est-ce que vous Oui. pouvez nous en parler? Eh bien, souvent, enfin, disons, quand les enfants sont petits, ils ne comprennent pas obligatoirement ce qui va leur arriver. La sexualité n'est pas quelque chose de compréhensible, tel que l'adulte la pratique. Donc, il a l'impression que la personne, bah, déjà, elle lui fait très mal, mais que la personne veut le tuer, en fait, ou veut la tuer. C'est l'acte de pénétration qui est extrêmement douloureux, ou l'acte de, enfin de prendre la personne qui est énorme et vous êtes petit et de serrer, etc., etc., ben, vous avez l'impression que vous allez y passer. Et donc la dissociation, c'est pas seulement je me dissocie pour supporter le truc, c'est aussi tiens, je vais y passer, si ça se trouve, je vais y passer et on passe dans l'autre bord. Il y a aussi le fait que les agresseurs peuvent utiliser de l'alcool euh, pour obtenir ce qu'ils veulent, Mhm. ou un cachet, ou quelque chose, et que donc du coup, vous n'étiez pas obligatoirement conscient quand c'est arrivé. Mhm. Mais ça ressemble quand même à la mort de perdre conscience. Ok. La manière, comment dire? Euh, ouais, je ne vais pas poser la question comme ça. J'y reviendrai plus tard si j'arrive à reformuler. Oui. Euh, comment, comment elle est présente par la suite, cette angoisse de mort? Comment elle se manifeste finalement? Ben, elle se manifeste dans la répétition de rechercher peut-être la mort aussi, hein, les tentatives de suicide,
le fait aussi des angoisses profondes, des idées noires, de se sentir proche de la mort tout le temps au lieu d'être dans la vie. Vous Mhm. voyez? De se sentir plus du côté de la mort que d'être dans la vie et de se dire: «Bon, bah, tiens, est-ce que je vais passer la journée?» Vous voyez? Heu, Mhm. Qu'est-ce qui va se passer? Alors il y a des gens aussi qui ont des accidents, qui ont des maladies, qui Oui, il y a une question par rapport à ça de Elisa qui demande, lorsqu'on développe des maladies, type la fibromyalgie, peut-on se défaire des douleurs par notre chemin thérapeutique? bah, je l'espère, j'ai l'impression, mais c'est vrai que c'est un chemin de croix. C'est extrêmement douloureux, heu et Muriel Salmona que vous avez interviewée, je crois, elle dit que de toute façon, c'est les séquelles de ce fait d'avoir été démembré quelque part, pénétré, Mhm. démembré, d'avoir énormément souffert des agressions et donc les douleurs restent. Mhm. Et je pense là, parce que j'ai fait un film qui s'appelle La façon de l'humanité sur la torture, les personnes torturées, les douleurs restent. Vous voyez, c'est extrêmement difficile pour elles de ne plus souffrir. Le corps les enregistre finalement, enfin le cerveau Oui. va les enregistrer et va les faire rejouer. Ok. Et donc je pense que le chemin thérapeutique, oui, il peut conduire petit à petit à comprendre ces douleurs Mhm. et à les chasser, je Mhm. pense. Oui. Nous n'avons pas reçu Muriel Salmona parce qu'elle est très Ah, occupée pardon. et nous n'avons pas réussi. Non, mais nous aurions beaucoup aimé la voir. Nous espérons peut-être un jour, prochainement, avoir l'occasion de l'interviewer. Mais nous avons, euh, j'ai été en entretien avec Eugénie Izard Oui. qui a pu parler de ça. On en parle aussi avec Nicole Andrieux. Il y a beaucoup de questions là autour de la sexualité, etc. Je vous invite à aller voir l'entretien avec Nicole Andrieux qui est sage-femme et qui forme notamment aux violences sexuelles en Alsace, mais pas que, c'est un peu partout avec Stop aux violences sexuelles. D'accord. Euh, Mais dans le DVD, il y a un interview de. Bon, déjà, je oui, remercie beaucoup, beaucoup les victimes d'avoir témoigné, là, parce que sans elles, on ne ferait pas cette émission. Et il y a aussi trois spécialistes, Evelyne Joss, Muriel Salmona et Noël mhm, Ledréau, qui parlent c'est ça. de la psychogénéalogie. Donc, quand je fais référence à Muriel Salmona, c'est ce qu'elle dit à l'intérieur de son interview dans le DVD. Super. J'ai une question et une remarque de Jean-Pierre Tillande, Oui, déjà qui vous salue moi aussi. et qui vous dit que vous avez fait un beau travail sur la violence éducative ordinaire et il vous demande si vous faites un lien entre cette violence éducative et la violence sexuelle. Ah oui, absolument, hein. Oui, oui, absolument. Ben, Quel lien faites-vous, hein? bon, déjà, il y a des punitions corporelles qui sont le fait de sadiques qui ont leur jouissance sexuelle comme ça. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc pour moi, ça, c'est de l'inceste. Voilà. Euh, je crois que il n'y a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup. Enfin, il y a des creusets familiaux où ça fait partie du package. Mhm, C'est-à-dire, il y a la souffrance physique et puis il y a la souffrance sexuelle. Euh, Ça tombe sur certains, ça tombe sur d'autres. Voilà, mais ça fait partie du package. Je crois que c'est malheureusement, je ne dirais pas que c'est une façon d'éduquer les enfants, de les violer, etc. Mais bon, je pense à La Dérobade, par exemple, qui est un livre d'une femme qui a été prostituée. Elle mhm, a été victime d'inceste par son père, et son père, ensuite, l'a confiée à un proxénète. mhm, Bon, bah, c'est une forme d'éducation qu'il lui a donnée. Cet inceste, c'était voilà, de la pédagogie mhm. noire, terrible, pour faire une prostituée et la confier à un proxénète qui sans doute lui reversait de l'argent à son père. Mhm. Vous dites quelque chose d'important. Vous dites que
les violences éducatives quand elles sont faites de manière perverse. Je pense notamment au fait de prendre plaisir à donner la fessée à son enfant. Vous dites que c'est aussi de l'inceste. Ça rejoint beaucoup ce que disait Soraya Desmoura Frères, que parfois l'inceste, c'est pas forcément l'acte de pénétration, Non. c'est beaucoup plus que ça. Ça peut être une atmosphère, elle parle d'ondes, comme parlait le psychanalyste Racamier, et je pense que ça, c'est peut-être important d'en parler. Est-ce que vous avez rencontré des victimes aussi qui ont vécu l'inceste par l'atmosphère, par les violences qu'ils ont subies, qui n'étaient pas forcément des violences sexuelles? Ben, il y a aussi toute une mise en place, je dirais, je pense à Isabelle. Il y a toute une mise en place dans la famille, chez elle. Les femmes ne devaient pas se couvrir parce que le père voulait voir leur forme, que ce soit la femme, que ce soit la fille. Mmh. Voilà. Euh, donc ça, c'est une ambiance vraiment Incestuelle. incestuelle, mortifère, je dirais. Il ne faut pas fermer la porte des toilettes, il ne faut pas fermer la porte de la salle de bain, il faut toujours qu'ils puissent voir. Vous voyez, Mmh. il y a une ambiance de voyeurisme. Il faut être habillé d'une certaine façon. On choisit les tenues. Voilà. Il y a une question par rapport à ces héritages familiaux. Que pensez-vous des héritages familiaux inconscients? Peut-on également porter les sévices sur plusieurs générations? Bah oui, là, c'est Noël Le Dréau qui l'explique, puisqu'elle a pu travailler sur sa famille sur 8 générations en arrière. Donc, elle s'est bien rendue compte que l'inceste, c'était une succession de, de situations, comme des deuils, comme des violences, des viols intrafamiliaux, enfin intraconjugaux aussi, naître d'un viol, vous voyez. Même un viol intraconjugal, c'est naître d'un viol, hein. Mmh. Et, et donc ensuite, dans la génération suivante, ben, quand on est d'un viol, c'est pas anodin, quoi. Et justement, l'agresseur était né d'un viol, vous voyez. Mmh. Euh, enfin, voilà, moi je crois effectivement, bon, dans le film, c'est Bérénice surtout qui témoigne avec sa mère de ce qu'elle a pu ressentir euh, de l'inceste de sa mère, qui était boulimique et en plus qui faisait dépressive, qui faisait énormément de dépression et qui faisait des séjours en hôpital. Elle s'est sentie, elle, bah, elle s'est sentie, comment dire, tout de suite, sa mère ça fait très très attention au fait et lui a expliqué qu'il fallait pas, qu'il fallait faire attention, qu'il fallait pas se laisser toucher n'importe où, Mmh. etc. Et l'a prévenue parce qu'elle pensait beaucoup à ça et ça, c'est vrai que ça nous obsède. Et donc ça, ce climat, c'est vrai que bon, c'est un peu difficile pour les enfants. Ensuite, les périodes d'addiction, de crise, d'absence à cause de l'inceste, ben, ça impacte beaucoup les enfants. Alors, moi, je crois que oui, faut pas nier le fait que sur des générations, ça a un impact. Mmh. Qu'est-ce qui alors c'est une autre question, Je de vais, je vais Elisa. peut-être je vais Oui. peut-être terminer quelque chose. C'est que quand il y a eu un inceste, parce que j'ai quelque chose qui me vient en tête parce que c'est une personne avec qui je communique en ce moment. Bon, ben, elle a été agressée sexuellement par ses frères et tout d'un coup, elle découvre que son arrière-grand-père était marié avec sa nièce. Mmh. Vous voyez? Oui. Comme si ça se répétait à la génération, même 2 générations après. Il y a un flou dans les liens, familiaux, souvent quand il y a de l'inceste. Oui. Il y a absolument, bah, il y a un manque de repères, sur les âges, il y a un manque de repères, sur, les chambres, il y a un manque de repères, sur les lits, il y a un manque de Mmh. repères, sur les armoires, il y a rien n'est à personne, ça circule, quoi. Mmh. Et tout est possible avec tout le monde.
Oui. Bon, alors il y a aussi les enfants cibles. Je pense à ça parce que j'ai travaillé avec une monteuse à qui c'était arrivé. Elle était victime d'inceste. Tous les frères et sœurs le savaient et personne ne faisait rien parce que c'était elle. Comme ça, on était tranquille. D'accord. C'est ça que vous appelez un enfant cible, un enfant qui va subir seul dans la famille les actes incestueux de son père ou de sa mère? Ok. Et on se tait pour ne pas être, et les autres se taisent pour ne pas être concernés par ce qu'elle vit? Et puis ils sont conditionnés peut-être, ce type d'enfant cible, ça peut être la maltraitance physique, ça peut être la Mhm. maltraitance sexuelle, mais ce type d'enfant cible, je pense par exemple au témoin principal dans Une seule vie, un seul corps, euh, c'est l'enfant adultérin. Vous voyez, il est l'enfant adultérin, et donc on peut tout se permettre avec lui. L'enfant adulte? Adultérin, Ah oui, c'est-à-dire d'accord. l'enfant d'un autre mariage, Mhm. ou d'une tromperie. Et donc, on peut tout se permettre avec lui, c'est l'enfant cible, on se défoule sur lui, personne ne va le C'est le défendre, bouc etc. émissaire. Oui, c'est Ça devient le ça. bouc émissaire. Ok. Ouais, il y a cette situation-là. Il y a beaucoup de questions, donc du coup, je prends Ouais. les questions hein, des spectateurs. Il y a Elisa qui demande qu'est-ce qui fait que l'on reproduit ou pas ces sévices? Ah. Bah déjà que alors là, je vais dire, les garçons ont plus de risques de reproduire que les filles, peut-être, hein, mais ça ne veut pas dire que les filles ne peuvent pas reproduire, hein. Mais les garçons plus de... Parce qu'il y a une identification à l'agresseur, parce qu'il y a dans la société un virilisme qui fait que faut être fort, faut être celui qui domine, etc., etc. Donc, ce sont des rôles qui sont plus faciles à adopter. Bon, il y a aussi le fait... Alors là, je pense à un film américain qui s'appelle Capturing the Freedmans, où on voit bien la situation, parce que c'est un des frères qui a filmé tout ce qui se passait dans la famille, et l'homme était pédophile, et il avait des élèves à la maison qu'il abusait sexuellement avec son premier fils, vous voyez. Et donc les deux vont en prison, et le troisième avait filmé l'ambiance familiale, pas le moment des viols et tout ça, mais quand même déjà l'ambiance familiale qui était délétère, les revues pornographiques par terre tout le temps, bon, vous Mhm. voyez. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on ne va pas reproduire? C'est ça que Oui, ou qu'on va reproduire. Mais vous qu'on avez va répondu en reproduire. partie à la question. Oui. Ben oui, on reproduit si on est d'accord avec ça, ou si on a tellement souffert qu'on pense qu'on va se venger, on pense qu'on va se venger sur l'autre, et que ça marche, quoi. Mhm. Et ça aussi, Muriel Salmona le dit, ça marche. Pendant le moment où on agresse l'autre, on ressent plus la douleur Mhm. que soi-même on ressentait. On est passé de l'autre bord. Mhm. Donc il faut être suffisamment conscient pour se voir, à pas vouloir passer de l'autre bord, à pas vouloir rentrer dans cette violence qui est de se venger sur l'autre, ou d'imiter quelqu'un qui vous a fait du mal. Mhm. Ok. Je voulais passer à un autre point très important parce qu'on a eu des questions aussi comment aider les victimes, etc. C'est le repérage, c'est la prévention que vous avez Mmh. fait dans les écoles, notamment, donc vous en parlez dans le film Une seule vie, un seul corps, le Oui, documentaire, où donc vous allez dans une classe, vous en parlez tout à l'heure, donc une classe d'une école Montessori, oui, et alors il y a une scène qui est un enfant. Alors, dans le film, oui, c'est ça. Il y a un enfant qui mime une fellation en montrant clairement que cela lui donne envie de vomir. oui. En quoi cette scène, elle est importante dans le film? Eh ben, c'est-à-dire que le fait de regarder un film de prévention où on lui dit qu'on n'a pas le droit de lui toucher, on n'a pas le droit de lui faire mal, et sexuellement en plus, ça lui permet, devant l'image, de mimer cette fellation et de dire qu'il a envie de vomir, et on comprend là que ça lui arrive. Mhm.
On comprend, et ça me donne envie de vomir aussi, oui. On comprend qu'il faut lui venir en aide. Et là, sur le moment du tournage, il y a une assistante sociale, il y a une médecin, donc il va y avoir un signalement. Mhm. Et en fait, dans cette classe, il y avait trois enfants qui étaient abusés sexuellement. Lui, un autre petit garçon par son oncle. Lui, c'était grand-père et père, le pauvre. Un autre petit garçon par son oncle, un autre petit garçon par sa mère. Bon. Mhm. Donc, vous voyez à quel point ce type de campagne de prévention, ça peut permettre aux enfants de parler. Mhm. Et même, il y Et- avait une petite fille, alors elle avait deux petites filles, alors donc ça c'est au-delà de l'inceste, il y avait quand même des situations graves. Une petite fille, en fait, qui a dit qu'elle passait les nuits au bar avec son père et qu'elle allait jamais se coucher. Et une autre petite fille, elle tapait toujours les garçons. Bah oui, on a su pourquoi, parce que son père tapait sa mère. Mhm. Quels sont les signes qui peuvent permettre d'alerter sur le fait qu'il y a un problème? Ben on a parlé tout à l'heure l'hypersexualisation, les Mhm. enfants qui se touchent tout le temps le sexe, ou ils veulent toucher le sexe de l'autre, l'exhibitionnisme. Euh, Évidemment, le repli sur soi, la dépression, le changement soudain. Ça, c'est Chantal Paré qui le dit dans Une seule vie, un seul corps, une psychothérapeute. Euh, L'enfant qui se replie sur lui-même, l'enfant qui a tout d'un coup plus de bons résultats scolaires alors qu'il était bon, ou alors qui investit beaucoup l'école, au contraire, tout d'un coup, il, il- il travaille, il travaille, il travaille, alors qu'il ne travaillait pas. Mhm. Donc, bon, l'enfant qui s'isole, l'enfant qui se fait harceler aussi, qui se retrouve en situation de bouc émissaire, comme on a dit tout à l'heure. Euh, il y a énormément de symptômes. Hein. Il, y Oui, a, il, y a, il y a Constance qui dit que elle tape. Oui, elle était. Ça serait vu, quoi. Elle était absolument pas concentrée à l'école. Elle n'arrivait pas à réfléchir. Ça crée une indisponibilité de la pensée, dit Bernard Lampert dans l'histoire de Franck et David. Il dit, ça crée de l'indisponibilité de la pensée. On mhm. n'arrive pas à se concentrer. On est complètement ailleurs. Voilà. Com- Comment vous êtes reçu dans vos interventions par le corps enseignant et aussi par les enfants? Alors là, moi, j'interviens pas à l'école, en fait. C'est seulement une fois à l'école Corbon à Paris, mais c'était pour le personnel. Mhm. Voilà. Donc, moi, c'est surtout avec Les les enseignants, professionnels? Mhm. voilà, les professionnels, les enseignants, les travailleurs sociaux, les associations. Euh, on va avec des victimes. Avec longtemps après, on a été sur des lieux avec des professionnels pour expliquer les choses. On est allé au centre, des centres de femmes. On est allé aussi un peu partout en France. On a pas mal bougé. Moi, je suis allée à l'université. Enfin, c'est très différent. Partout, il y a ce besoin de comprendre quand même. Mais il faut un peu forcer les portes. Hein. C'est pas facile. Hein. Et comment vous êtes reçu par les professionnels que vous formez? Alors moi, pendant assez longtemps, une dizaine d'années, j'ai fait un séminaire à l'IRTS de Montrouge et de temps en temps à Neuilly-sur-Marne sur les violences sexuelles sur les enfants. Et donc, j'avais des amphis avec des futurs travailleurs sociaux, des animateurs, pour plus petites classes, etc. Mhm. etc. Euh, Ça dépend des années, il y a une progression. Moi, j'ai arrêté en 2012. Justement, j'ai fait le DVD longtemps après parce que mon intervention a été supprimée. Je me suis dit qu'il fallait continuer quand même à créer un outil pour que tout le monde puisse s'en servir par lui-même. Euh, il y en a qui attendent, il y en a qui n'attendent que ça, il y en a qui sont très intéressés, Mhm. il y en a qui sont bloqués, il y en a qui sont choqués. Il y en a qui se sentent remis en question parce qu'eux-mêmes ont des attitudes
pédophiles, ou ils ont vécu dans des familles incestuelles ou incestueuses, ils n'avaient pas conscience. Cela vous est déjà arrivé de rencontrer des éducateurs, des professionnels qui travaillent avec des enfants et qui avaient un comportement inapproprié? Oui, tout à fait. Enfin, en tous les cas, moi, à la limite, c'est bien qu'ils parlent et que ces interventions existent, parce que même si ils se revendiquent, ah, mais c'est les filles qui, moi, je suis dans un, parce qu'ils sont sur des terrains de stage et qu'ils disent, bon, moi, je suis dans un centre où il y a que des jeunes filles, c'est elles qui cherchent. Non, donc, là, on commence à parler quand même. Il y a quelque chose. Et puis même les gens dans la salle, les autres étudiants interviennent. C'est ça qui est intéressant, prennent conscience. Et petit à petit, on arrive à l'idée que si tu peux pas résister à des jeunes filles, il faut peut-être pas faire ce métier-là. Que la pédophilie, la meilleure façon d'aimer les enfants, bah, c'est de s'abstenir. Que ce n'est pas aimer les enfants, voilà, de De les les agresser, violenter de les sexuellement. agresser Oui. sexuellement, Oui. de vouloir les séduire, en faire son objet sexuel. Mais bon, j'ai eu par exemple quelqu'un qui a dit que c'était normal de se mettre tout nu devant les enfants. On le fait bien dans l'art contemporain, dans les vernissages. Ben oui, mais c'est pas la même chose. Bon, c'est sans doute quelqu'un qui est exhibitionniste, mais qui subissait sans doute, qui a subi ça sans doute, hein, l'exhibitionnisme. J'ai aussi eu un frère et une sœur qui disaient mais on a toujours dormi ensemble, nos parents n'ont jamais rien dit, c'est comme ça, c'est normal, les enfants, les frères et les sœurs dorment ensemble et il se passe quelque chose, qu'est-ce que vous venez nous raconter, avec une agressivité, mais en même temps, si on peut démonter ça, c'est pas mal, mais en tous les cas, moi je signalais tel ou tel, voilà, parce que c'est quand même dangereux. Il y a, il y a beaucoup de réactions par rapport à ce que vous dites. Je vous lis un commentaire. Moi, c'est un psychologue à l'école maternelle qui m'a enfermée définitivement dans le silence en me disant que c'était moi qui fantasmais sur mon père. Même si je n'ai pas compris ce que le mot fantasme voulait dire, j'ai su que je n'étais pas entendue et même que j'étais accusée. Donc, silence. Et finalement, pourquoi l'inceste et les abus sexuels sont-ils aussi ancrés dans notre société? Qu'est-ce qui explique que ce silence soit encore la norme, encore aujourd'hui, en 2020? Bah déjà, je voudrais dire que c'est horrible de culpabiliser un enfant comme ça et de lui dire que c'est un fantasme, que ça fait des siècles que ça dure et qu'il faut que ça s'arrête, quoi. C'est pas un fantasme. Quand un enfant le dit, il n'est pas allé imaginer n'importe quoi, quoi. Ça s'invente pas, ces trucs-là. Et puis, il faut au lieu de rejeter la chose parce que ça dérange ou parce que on n'a pas été formé et on ne veut pas entendre ça et que ça fait peur ou que soi-même on est très limite, ben ça peut, enfin il faut plus que ça existe ça. Moi je suis désolée pour ce monsieur à qui c'est arrivé et toutes ceux et celles à qui c'est arrivé parce que c'est enfin, c'est de la responsabilité des études de psychologie d'arrêter avec ça. Moi, j'envoie mon DVD. Systématiquement, je renvoie des mails aux facultés de psy, aux facultés de médecine, etc., pour que ils prennent conscience du fait que non, c'est pas un fantasme. Si moi je fais témoigner des gens, c'est parce que j'en ai marre d'entendre que c'est un fantasme, quoi. On en a tous et toutes marre d'entendre que ça n'existe pas. Alors la loi du silence, la loi du silence, c'est la loi de la société, le patriarcat. Le droit de tout faire, le droit de vie et de mort sur les enfants, droit de cuissage, droit de tout, ouais. Mais il faut évoluer. Excusez-moi. Attention. Désolée pour vous. Oui, c'est une question un peu puérile, mais en fait, pourquoi ça existe finalement? Est-ce que ça vient de notre culture, de notre tradition? Ça vient
La première, Françoise Héritier qui a écrit sur l'inceste, elle dit très clairement que la première interdiction écrite de l'inceste, elle date de 6000 ans avant Jésus-Christ. Voilà. Donc ça fait longtemps qu'on sait qu'il ne faut Mhm. pas. Ça fait longtemps qu'on sait qu'il ne faut pas. Et c'est les Hittites, donc en Anatolie, en Turquie, vous voyez, bon, c'est partout. Mhm. C'est partout. Et il y a des cultures qui l'acceptent, bon, Elisabeth Badinter a bien dit que dans l'initiation, enfin dans la vie grecque antique, on passait du sein de la mère au sexe de père, vous voyez. Donc c'était l'initiation des guerriers, voilà, ils étaient à disposition des hommes de la famille ou des autres hommes, parce que par exemple dans la Rome antique, il fallait avoir, quand on était un homme, même marié, même avec des enfants, il fallait avoir un jeune garçon à sa disposition, avec qui on sortait et avec qui on faisait tout ce qu'on avait envie, parce que c'était comme ça. Comment peut-on combattre ces traditions et habitudes sociales? Bah, déjà, le féminisme peut faire beaucoup parce que parce que nous, on peut dire, bon, ben, on ne va pas rester sur des valeurs patriarcales, guerrières, dominantes, comme ça, pendant des siècles. Ça endommage la terre. C'est des mentalités qui sont la cause des guerres, des souffrances, etc., Mhm. etc. Donc, essayons de faire autrement, réfléchissons pour faire autrement. Alors évidemment, il y a des femmes qui sont du côté du patriarcat, qui sont violentes elles aussi, etc., etc. Je ne vous parle pas de ces femmes-là. Je, je- Et puis bon, il y a aussi, il n'y a pas que les femmes, dans le féminisme, il y a aussi les théories du genre, il y a aussi l'homosexualité, il y a aussi des gens qui pensent autrement que de dire, voilà, on fait ce qu'on veut, on abuse de qui on veut, on frappe qui on veut, on viole qui on veut. Mhm. C'est, c'est, faut que ça s'arrête, quoi. C'est possible. Euh, Par rapport à ce système, enfin cette société violente, dans le documentaire Une seule vie, un seul corps, vous revenez aux racines de la violence. Oui. De quoi parlez-vous quand vous parlez de racines de la violence? Je me réfère aux travaux d'Alice Miller sur le fait que, bon, ben, comment ça se fait qu'il y a eu le nazisme? Ben, il y a eu le nazisme parce qu'il y a eu la pédagogie noire, parce que les enfants étaient élevés dans une violence tellement épouvantable qu'ils étaient totalement insensibles et soumis. Donc, Mhm. on peut leur faire passer des régimes totalitaires sans problème. Donc les racines de la violence, elles sont là. On répète par l'éducation violente qu'on a eue, la violence sur les autres et dans la société. Et pourquoi est-ce important d'aborder les violences sexuelles sur les enfants sous cet angle? Parce que c'est pas seulement une histoire intime et individuelle à l'intérieur des familles. Les familles, ça fait partie de la société. Et Mhm. puis, il y a eu des raisons aussi. Noël Le Dréau explique, ben voilà, quand on était dans un village, et ben voilà, il y avait quand même des mariages entre, par exemple, le frère épousait la sœur de l'autre famille, et puis la sœur épousait le frère de l'autre famille, et puis du coup, c'était quand même, on se retrouvait sur des espèces, on appelle ça l'endogamie. Mhm. En anthropologie, en ethnologie, on appelle ça l'endogamie. On se retrouve sur des systèmes où on est en fait tous de la même famille, vous voyez. Mhm. Et donc, bon, bah là, on se repère plus et c'est compliqué. Donc là, on est un peu plus, on va être 8 milliards, on peut aller chercher ailleurs quand même, on peut aller vers l'exogamie et on peut se poser des questions sur les racines de notre famille aussi. Comme elle l'a fait sur 8 générations, on ne peut pas toujours, parce qu'il y a l'exil, il y a des tas de choses. Bon, mais on peut essayer de se poser des questions sur qu'est-ce qui a fait qu'on est conditionné dans cette famille à être tout le temps les uns et les autres. Mhm. Par exemple, Véronique, elle dit, bon, ben, moi, dans le système familial de clan dans lequel j'étais, on ne fréquentait pas les gens de l'extérieur.
Donc, si on avait un petit ami, bah, c'était dans le clan. Mhm. Ok. Oui, on revient à ces habitudes et traditions familiales. Hmm. On parlait tout à l'heure, on en parlait avec les racines de la violence, on en parlait avec Jean-Pierre Tilland quand on faisait le lien entre violence éducative ordinaire et violence sexuelle. Comment l'inceste est révélateur d'un système de domination sur nos enfants? Absolument, oui, ça, c'est Dorothy Doucy Mhm. qui l'a travaillé, Anthropologie de Oui. l'inceste, hein. Oui, ben, comment faire que... La question, c'est quoi exactement? Comment l'inceste est révélateur d'un système de domination sur nos enfants? Ouais. Ben oui, c'est la domination extrême, quoi. C'est non seulement je te dis ce qu'il faut faire, il faut que tu m'obéisses en permanence et je te tape si tu le fais pas, mais en plus je te prends comme un compagnon sexuel ou une compagne sexuelle et je te demande pas ton avis. Mhm. Donc c'est la domination complète, quoi. Quand on domine quelqu'un, euh, c'est comme la différence entre le servage et l'esclavage. Mhm. C'est-à-dire? Voilà. Souvent, dans le servage, on violait pas. Ça peut aller. Dans l'esclavage, on violait systématiquement. Mhm. Voilà. Comme quand vous avez travaillé sur la torture, c'est pas dit, mais il y a un viol systématique. Ça Mhm. fait partie de la torture. Oui. Donc, c'est bien un processus de domination. Et c'est le processus de domination extrême. On voit quand même, par exemple, le film Braveheart sur la colonisation de l'Écosse par les Anglais, il y a longtemps, 16e, je crois. Euh, la façon dont on avait de coloniser, c'était euh, toutes les femmes en Écosse, leur premier enfant sera anglais. Vous avez Mhm. compris? Viol. Oui, oui, oui. Voilà. C'est ce qui fonde nos systèmes culturels, de guerre, sociales dans la société. Oui, Ok. on parle jamais du viol de guerre, mais maintenant, il faut en parler parce que c'est systématique, quoi. Mhm. Les 14-18, oui, c'est terrible, on a perdu beaucoup d'hommes, c'est terrible. Mais bon, déjà, il y a eu beaucoup de veuves qui ont dû se débrouiller toutes seules, les enfants, etc. Merci beaucoup. Mais en plus, il y a eu énormément de viols. 1870, on sait que Camille Claudel, c'est les viols collectifs des Hulins. Elle n'était Mhm. pas folle pour rien. Mhm. Ok. Oui, ça, c'est un sujet qui est encore très tabou dans les Complètement. violences sexuelles. Oui. Je voulais revenir à l'inceste et à quelque chose que vous m'aviez dit quand on s'était rencontrés. Finalement, est-ce qu'on prend pas le bout du mauvais côté? C'est toujours l'enfant qu'on sort de ses repères, qu'on Mm. déracine. Mm. En quoi séparer l'enfant, c'est le protéger en France? Bah oui, parce qu'il ne faut pas toucher au noyau familial. C'est pareil que dans la violence conjugale. C'est lui qui va garder l'appartement, puis la femme et les enfants vont partir. Bon, heureusement, là, je crois que la dernière loi, maintenant, non. C'est lui qui doit partir. Voilà. Moi, je pense que c'est l'agresseur qui doit partir. Mhm. Euh, Comment voilà, c'est tout. sortir l'agresseur de la famille? Bah, c'est compliqué parce qu'il a beaucoup plus de droits que l'enfant. Et puis surtout, il a des complices parce que je dirais, une femme sur trois est complice, une mère sur trois est complice. Voilà. Et donc, puis on touche la souffrance extrême des personnes qui ont été victimes d'inceste. C'est aussi la non-reconnaissance de la mère, la non-écoute de la Mhm. mère, le rejet de la mère. On a Laurie, par exemple, qui parle à sa mère et sa mère la met à la porte. Oui, c'est l'exil de la famille. Oui, c'est c'est pas possible. C'est l'enfant qui crée le scandale. Vous voyez, c'est Mhm. pas l'agresseur qui crée le scandale, c'est l'enfant. Donc il y a Estelle, qui est mère de victime et dont le fils a porté plainte et qui a gagné contre son oncle. Elle dit, elle en a rien à foutre. Elle va pas sauver la famille, elle veut sauver l'enfant.
Mhm. Et les autres enfants par la même occasion, parce que cet oncle, il avait commencé à agresser enfin, il avait agressé un cousin, enfin, il n'arrêtait pas. Donc, quand on se rend complice de quelqu'un comme ça, c'est l'hémorragie, hein. Mhm. Comment on pourrait imaginer mettre en place cette solution de protéger l'enfant au sein de sa famille et de sortir l'agresseur? Est-ce qu'il y a des pays dans lesquels ça existe déjà? Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire, ça m'étonnerait, mais je ne peux pas me tromper. Mais je pense peut-être une loi, oui. Hmm. Par exemple, là, je suis assez énervée parce que j'ai des cas autour de moi de femmes qui sont virées de chez elles parce que le mari divorcé, tout d'un coup, veut récupérer sa maison ou vendre la maison. Il est parti et la femme et les enfants sont à la porte. Il faudrait une loi. Faut, ça suffit, je veux dire, Hmm. de mettre tout le temps les femmes et les enfants à la porte, et là, de mettre la victime à la porte. C'est pas, c'est pas moral. Et donc, l'œuvre du féminisme, c'est donc de redonner des droits aux femmes, y Hmm. compris à l'intérieur de la famille. Ok. Je, je montre ça parce que c'est une aquarelle de Alice Miller et vous en avez beaucoup parlé pendant l'interview. Déjà, Ouais. est-ce que vous pouvez nous expliquer qui est Alice Miller et pourquoi elle tient une place importante dans votre travail? Alors, Alice Miller est une philosophe, en fait, hein, quelqu'un qui a fait des études de philosophie, qui a été déportée à Auschwitz très jeune, à 18 ans, qui a ensuite a fait des études de psychanalyse. Elle a enseigné la psychanalyse à Bâle et elle a trouvé les limites de la psychanalyse et elle s'est mise à peindre parce qu'elle n'arrivait pas, je crois, non seulement dans son travail personnel, mais avec ses patients, à, à les soigner. Et elle s'est mise à peindre et dans sa peinture, ses réminiscences de son enfance maltraitée sont ressorties et elle a pu ainsi aider ses patients. Donc moi j'aime beaucoup tout ce qui a trait à la peinture. Je suis d'une famille où on peignait et mon grand-père était écrivain lithographe, etc. Je comprends très bien la force de l'image pour exprimer les choses aussi. Donc elle est passée par la peinture et ensuite elle a écrit ses livres elle a révélé, où elle a révélé l'existence des abus sexuels. Oui, c'est vrai, contre Freud qui disait c'est un fantasme, justement. Et puis Hmm. dénoncer surtout la violence physique, la violence sexuelle dans l'éducation des enfants, essayer de sauver les enfants de tous ces archaïsmes. Voilà, qui ont donné le Mhm. nazisme, qui donnent sans doute l'islamisme, qui donnent toutes les formes de totalitarisme qui nous font tant souffrir. Et, et, et pourquoi vous avez choisi de travailler avec elle? En fait, dans notre association, je voulais la rencontrer pour qu'elle participe au film, et dans notre association, j'avais un psychologue qui avait échangé avec elle pour son master. Et donc, voilà, j'ai pris contact avec elle et puis elle a dit non, je réponds pas à les interviews, je me mets pas devant une caméra, mais je veux bien qu'on travaille ensemble à partir de mes textes. Et j'ai dit à ce moment-là, bon, la peinture, elle sera bien aussi pour. Mhm. Et donc on a travaillé ensemble sur des textes pour illustrer le film et le construire en partie en mettant aussi des peintures. Voilà. Et c'est quelqu'un d'extraordinaire, Mhm. mais que j'ai fréquenté sur ce projet-là et qu'ensuite j'ai perdu de vue parce qu'elle elle pensait qu'il fallait que je Il y a fasse quelques... un travail sur la guerre, enfin les conséquences psychotraumatiques de guerre. Et moi, j'avais pas envie de travailler là-dessus. Voilà. Là, je vous entends plus. Mhm. Il y a quelques soucis de vous. Vous m'entendez là? Oui, là, ça, je vous Est-ce que entends. là, vous m'entendez? Ok. Oui.
Ok, c'est bon. Je vous voyais plus du tout. Ah bon? Oui, vous parliez de... Mais on vous entendait, mais je vous voyais. Vous parliez de l'association qui est l'association Photo Film Écrit. Est-ce que Oui. vous pouvez nous parler de cette association et pourquoi vous l'avez créée? Alors, on l'a fondée en 1989 avec une femme écrivain, Jeanne Soral. Moi je voulais surtout travailler sur la surdité, sur la langue des signes qui était interdite à l'époque. Et donc on a fait une exposition, on a fait un film. Et puis de fil en aiguille, comme je voulais travailler sur la maltraitance, on s'y est mis, voilà. Et en fait, c'est une association qui est soutenue par le Val-de-Marne Mhm, et qui m'a permis de développer toute ma recherche à travers les films et mes collaborations avec des spécialistes, sociologues, psychologues, historiens, selon les sujets, et des personnes sourdes quand c'est des sujets de films ou des personnes victimes. Voilà. mhm. Pourquoi avoir choisi ce média pourquoi des films? Oui. Alors, moi j'ai fait des études de sociologie, puis arrivée en licence, j'ai travaillé avec Jean Rouch, qui était un ethnologue, cinéaste. Et j'ai choisi donc de faire une licence de sociologie et cinéma parce que, bon, en même temps que je faisais mes études, je travaillais dans le cinéma et je voulais, au lieu d'écrire, je voulais faire des films parce que les sourds, ben, ils ne savent pas bien lire, ils n'ont pas un accès à l'écriture facile, donc si on veut faire des travaux sur les personnes sourdes auxquels ils peuvent accéder, mais il vaut mieux faire des films parce que la langue des signes, ça ne s'écrit Mhm, pas, ça se filme. Voilà. Et de fil en aiguille, je me suis aperçue mhm, que pour les personnes victimes, c'était aussi, enfin, c'était un médium qui pouvait tout à fait mhm, créer des contacts parce que l'émotion est là, n'est mhm. pas dans le texte. Vous avez fait beaucoup de diffusion, de ciné-débat. Quelle place a un autre témoignage dans le cheminement des victimes? Euh, je ne comprends pas la question, excusez-moi. À travers, donc vous faites témoigner des victimes, vous donnez la Oui, parole à des victimes, et ensuite ces témoignages, ils sont diffusés au cinéma, oui, etc. Et la question derrière, c'était quelle place a un autre témoignage dans le cheminement des victimes, c'est-à-dire les spectateurs qui vont regarder ces oui. témoignages. Oui, c'est-à-dire quand je vais à une projection avec une victime et qu'elle est présente et qu'il y a un public, Oui, euh, pas forcément une victime qui est présente, mais juste comment les spectateurs reçoivent ces témoignages quand ils ont eux-mêmes oui. été victimes. Ah oui, d'accord. Alors là, ben, ça libère la parole, hein. Moi, j'ai eu énormément de témoignages dans le public aussi, parce qu'ils Mhm. se sentent soutenus. Je pense notamment à une projection qu'on a fait avec Constance pour les 25 ans de l'association. Euh, il y avait une personne dans la salle qui faisait des études d'infirmière, si je me souviens bien, Mhm. et qui disait, ben, moi, je fais mon mémoire de fin d'études sur l'inceste, donc je suis contente d'être là, mais je suis surtout contente d'être avec ma mère parce qu'elle a été victime. Mhm. Voilà, par exemple. Et ça ouvre la parole parce que ensuite, il y avait une maman, par exemple, qui disait, bah, moi, je suis mère de victime, ma fille est victime et je suis très contente d'être là parce que, vous savez, personne ne veut en entendre parler, toutes les portes se ferment, la justice, les portes se ferment, et c'est vraiment très douloureux et on se demande pourquoi on a tellement de mal à faire reconnaître l'inceste sur un enfant, quoi. Mhm. Comment comment vos projets de films sont financés? Notamment, en fait, est-ce que vous arrivez à obtenir facilement du soutien? Ben, on avait créé l'association aussi pour ça, pour pouvoir chercher des financements et être crédible, parce que au niveau télévision, bah, c'est toujours très difficile parce que c'est formaté, puis c'est un peu toujours les mêmes qui travaillent, et puis maintenant c'est plutôt les journalistes, donc moi je suis pas journaliste, donc c'est toujours trop compliqué.
c'est vrai, je prends du temps pour faire les films, 2008-2013. Bon, ben, à la télé, c'est pas tellement le genre, ils ont besoin de choses rapidement et que ce soit fait vite. Mhm. Donc voilà, il fallait trouver des soutiens, donc des soutiens ministériels, des soutiens de fondations, des soutiens. Alors bon, sur le site de l'association, on voit plein de gens qui nous ont aidés, mais ça n'a pas été, ça a pas été facile. Et puis, ils nous ont aidés une fois ponctuellement ou 2 fois. Et puis, c'est pas des sommes énormes parce qu'on est une petite association. Bon, Mhm. voilà. Donc, il y a quelque chose qui est bien en France, qui nous a aidés à un moment donné, c'est que à partir du moment où vous avez une télévision, même si elle est locale, c'est plus facile d'avoir une télévision Mhm. locale que la grosse télévision, etc. Vous pouvez avoir une aide du CNC. Mhm. Donc ça nous a aidé quand même à boucler des budgets à partir du moment où on avait. Voilà, mais c'était un peu toujours de l'équilibrisme. Mhm. Qu'est-ce Et qui fait que vous continuez aujourd'hui, malgré toutes les difficultés et parfois le manque de visibilité? je veux dire aussi que pour longtemps après, on a fait un appel de fonds communautaire et qu'il y a des tas de gens qui nous ont aidés. Donc on est arrivé quand même grâce à ça aussi. Alors qu'est-ce qui fait que je continue? Ben, je sais pas, je peux pas faire autrement. On se demande toujours, bon, c'est le dernier film, là il y en a ras-le-bol. Voilà, c'est un peu trop lourd, ça rapporte rien. Il y a aussi le statut d'intermittent du spectacle qui a été fort important aussi pour des gens comme moi, parce que quand on a commencé le documentaire, c'était rien. Moi, quand j'ai commencé le documentaire, c'était quelque chose de pas sérieux du tout, hein. Si on faisait un film, on faisait une fiction. Laure Budin, qui a monté le film longtemps après, me disait dans les studios de montage, les monteurs de fiction et les monteurs de documentaire ne s'adressent les monteurs de fiction ne leur adressaient pas la parole. Vous voyez, c'était vraiment l'art mineur total, parce qu'il n'y a pas de fric, il n'y a pas de vedette, ça ne sert à rien. Mhm. Donc, déjà, euh, c'est pas les paillettes, quoi. Donc on continue et on sait que ça va toujours être sacrificiel. On fait un film, bon, mais il faut faire la preuve qu'on arrive à faire un film, puis on fait un deuxième film, il faut encore faire la preuve, et puis troisième film, il faut encore faire la preuve. Bon, on s'aperçoit que j'ai jamais fini de faire la preuve parce qu'il n'y a pas de vedette dans le film, parce que les sujets sont toujours trop compliqués, etc. Bon. Quel est votre prochain projet autour de l'inceste? Ben, je sais pas. Mon prochain projet, en fait, c'est de mettre de l'ordre dans tout ça, de faire que ce soit le mieux diffusé possible, Mhm. que ce soit le mieux, que ça serve, quoi, voilà, de faire mon travail de fourmi pour diffuser le mieux possible ces films. Là, j'en sors un, parce que c'est le dernier pour le 25 novembre, je le montre. Ça s'appelle Tu dis que tu m'aimes, et c'est un film sur la violence conjugale, une fiction, sur ce qui se passe avant le premier coup. Toute la mise en Mhm. place du terrorisme psychologique sur l'autre, de l'emprise. Et ça, ce sera donc le dernier programme pour travailler sur la violence conjugale, avec un bonus de Marshall Rosenberg, avec un maître Oudaille aussi qui explique très bien du droit aux victimes à la justice pour les victimes. Et puis de la comédienne aussi, nous a fait un petit bonus. Moi, j'ai toujours un livret. Voilà, ça c'est le dernier. Donc, Comment c'est on peut déjà bien. comment on peut se procurer vos films? Ah ben, sur le site de l'association Photo Film Écrit. Et puis, là, j'ai eu un coup au cœur parce que la semaine dernière, je me suis aperçue que le CNRS qui diffusait certains de mes films, tout d'un coup, ils ont tout retiré. Mhm. Alors, il va falloir que je me batte pour qu'ils les remettent, qu'ils diffusent ces DVD, notamment La façon de l'humanité Mhm. sur la torture, mais aussi mes films sur les sourds. Bon, c'est difficile, il y a des hauts et des bas parce qu'on a des distributeurs. Bon, il y a la DAF pour les bibliothèques. Je dis, si on n'a pas les moyens d'acheter des DVD, on fait acheter par la bibliothèque.
et comme ça, on les emprunte sans avoir à payer. Mais nous, ça nous fait vendre des DVD quand même. Et puis, Mmh. Et j'ai eu une question de quelqu'un qui demande comment entrer en contact avec vous? par mail, sur le site de l'association Photo Film Écrit, FOTO film écrit, voilà, .fr. J'en Merci beaucoup. On arrive à la fin de l'entretien, j'en arrive à ma dernière question. Oui, Hem, Est-ce que les choses ont bougé suite à vos films? c'est tout un ensemble de Mmh c'est mh. un terrain, militant, donc je suis pas la seule, enfin, c'est tout un ensemble, disons qu'il y a beaucoup d'associations de victimes d'inceste qui, quand j'ai commencé à faire ce film, se mettaient en place, et puis elles ont fait un gros travail. Je pense au Monde à travers un regard qui nous a soutenus, je pense au collectif Inceste, qui nous a Mmh. soutenus, mais il y en a bien d'autres, et on avance. Plus il y a de gens qui parleront de ça, plus il y a de gens qui essaieront d'être aux côtés des victimes, qui feront des groupes de parole, qui feront des associations, moins il y aura la loi du silence, Mmh. plus on pourra venir en aide aux enfants et aux personnes, victimes, qui souffrent, à l'âge adulte. Merci Brigitte Lemaine d'avoir été avec nous ce soir. Merci à Merci, vous. à tous les auditeurs et spectateurs qui ont qui nous ont remplis de commentaires, et qui ont Super, beaucoup partagé avec nous ce soir. Je vous invite, Brigitte Lemaine, à aller voir en replay tous les commentaires qui ont été postés et puis peut-être à oui, répondre si vous avez le temps, d'accord. puisque j'ai pas pu poser, toutes les questions, et voilà, faire part de tous les commentaires. Il y en a plus de 88, donc voilà. Merci, Et je pense j'irai que ça voir. va augmenter, par la suite. Pour celles et ceux qui en ressentent le besoin, je vous rappelle qu'un document ressource est disponible en contactant par message privé la page Facebook du Forum de l'enfance libre. Demain soir, je recevrai le professeur Florence Thibault, psychiatre et chercheuse universitaire sur la prise en charge des agresseurs sexuels. Nous parlerons de la recherche dans le domaine des violences sexuelles et de la prise en charge des auteurs de violences sexuelles. Exceptionnellement, cet entretien aura lieu à 18h30. Donc, je vous retrouve demain à 18h30. Je vous remercie encore une fois pour cet entretien, Brigitte Moi, Lemaine. je vous remercie aussi. Je vous embrasse tous. Merci à tous. À demain. À demain. À demain.